Hello à tous, bienvenue sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir, merci pour vos commentaires, pour le soutien. Et cette semaine, dans ce fameux format une semaine en, j'ai choisi un petit Citroën C3 Aircross. C'est vrai que ça fait pas mal de temps que j'avais envie de l'essayer. Quand j'essaye des voitures, en fait, il y a des grands parcs presse, comme ça vous allez savoir un peu comment ça fonctionne. Et on voit, ça dépend des parcs presse, d'autres véhicules qu'on n'a pas forcément essayé. Et lui, autant j'avais fait la C3, la citadine d'à peu près 4 mètres, autant le C3 Aircross qui a beaucoup changé par rapport à l'ancienne génération, je ne l'avais pas fait. Je me suis dit, il faut que je l'essaye et il faut que je fasse une semaine avec, sachant que, vous le savez, il y a un essai POA, je vous mets un lien en description. Il s'est passé pas mal de petites choses, je vais un peu vous en parler aussi dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à aller le voir. Alors, Citroën C3 Aircross, je l'ai découvert il y a un an. En World Première, et la grosse différence déjà par rapport à l'ancienne génération, alors déjà c'est beaucoup plus carré, mais c'est surtout au niveau de la taille. Il y a un peu plus de 20 cm de différence. Là on est à 4,39 m, donc c'est vraiment devenu une grande voiture. Et l'avant aussi, enfin avant c'était beaucoup de rond, tout était en rondeur. Là tout est carré, tout est très massif, on en parlera après, mais il a le Duster vraiment en ligne de mire. Et on le voit à l'arrière, on voit les 4,39 m. Alors c'est vrai que de base, quand on parle des voitures de 4,30 m, ce sont déjà des compacts, c'est plus des citadines. Là il le laisse quand même dans des SUV typés urbains, sauf que à peu de choses près, on n'est pas très loin en termes de dimension, pour que vous vous rendez compte des voitures qu'on voit dans la rue, d'un 3008 d'ancienne génération. C'est un peu plus petit, mais on n'est pas très loin. Et j'ai une version électrique, mais où normalement toute la différence se fait. Hop, c'est ici, on peut avoir 2 places en plus, donc ça peut être une 7 places. Je commence par là parce que c'est un peu le gros du morceau. En électrique, on peut pas, mais dans l'autre sens, on a la même taille de coffre, donc ça c'est une bonne chose. Et c'est assez fou, surtout pour les familles. Je vous montre aussi l'arrière. Là, on est en version normale, comme je l'ai dit, c'est qu'une 5 places. Mais c'est assez fou dans cette taille, sur du 4,39 m, 4,40 m, pour les familles d'avoir fait 7 places. C'est un peu le SUV de poche, mais qui permet d'avoir cette place, alors qu'en règle générale, même de grandes voitures, typiquement un Bigster, on en a parlé, allez voir l'essai que j'ai fait sur la chaîne, il n'y a pas ces fameuses 7 places. Après, en termes de design, honnêtement, je trouve que ça a plutôt de la gueule. Pareil, on l'a montré à des gens là, pendant la semaine, pendant l'essai POA. Il y a pas mal de gens qui trouvent que la voiture a de la gueule. Il y a des versions aussi un petit peu en verte, baroude. Là, j'ai une version max, donc j'ai vraiment la version toute option avec ce biton et cette couleur assez particulière. C'est vrai que le biton lui va bien. Pareil, là, ça fait un petit côté baroudeur. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais c'est vrai que quand on regarde d'un point de vue extérieur ce qu'ils ont fait au niveau du design, quand on regarde, on va en parler après, mais des prix, on se rend compte que là, autant avant il y avait le côté bumpy de Citroën, autant là, je pense que c'est même sûr quand on voit les tarifs, le Duster, il l'a totalement en ligne de mire. Je vais vous parler un petit peu des tarifs sur cette voiture. En version thermique, alors il y a marqué hybride, mais j'ai essayé beaucoup de fois ce moteur hybride chez Stellantis. C'est un bon hybride 48 volts, c'était une micro-hybridation un peu améliorée, mais c'est pas un hybride simple à la Toyota MG, Renault ou consort. Là, le tarif est plutôt correct et en moyenne par rapport à un Duster, il est même des fois 1000 € moins cher. Donc ça c'est intéressant, mais je vais vous donner plutôt les tarifs de cette version électrique. Alors sur cette version électrique, on a un tarif qui commence à 27 000 € et qui se termine là avec toutes les options que j'ai, on est à 33 000 €. Donc voilà, ça va être un peu l'angle on va dire du sujet là d'une semaine avec cette voiture. C'est est-ce qu'on en a aussi pour son argent, parce que c'est vrai que pour une voiture électrique qui se veut familiale, là, qui est quand même assez grande, un grand coffre en version 5 places, est-ce que pour 33 000 €, on en a pour son argent? Alors, ça c'est vrai que déjà la première chose en version électrique, on n'a qu'un moteur de 113 chevaux. C'est la même base que la C3 originale, la petite C3. Donc 113 chevaux, ça peut être un peu juste quand on est chargé. Encore une fois, en 7 places, elle n'est pas disponible en électrique, donc je ne vais pas juger sur le fait d'être 7 dans la voiture. Après, c'est au niveau de la batterie. Pour l'instant, là, quand je tourne la vidéo, on est été 2025. Je ne sais pas vous quand est-ce que vous allez avoir par rapport à la publication. Il faut prendre en compte
que y a qu'une batterie de 44 kWh. Et 44 kWh, c'est vraiment pas beaucoup. Mais normalement, je sais pas exactement quand, hein, parce que ça, il nous dit ça depuis le début, il devrait arriver une batterie de 55 kWh. Après, c'est le truc positif, effectivement. Pour l'instant, c'est assez basique, hein. 113 chevaux, 44 kWh. On parlera de la consommation dans la voiture. Je vous montrerai ça, même si je peux pas vous le montrer. Je vous spoil pas, mais vous allez voir pourquoi. Mais c'est vrai que finalement, son concurrent direct, parce qu'il n'y a pas vraiment de concurrence, en électrique en tout cas, ça serait peut-être un 2008. Mais le 2008 a une batterie plus grande et il est beaucoup plus cher, hein. Mais il y a presque que ça, il n'y a vraiment pas grand chose dans cette catégorie. Donc déjà, dites-moi sur l'extérieur ce que vous en pensez. Combo CCS, donc ça c'est quand même bien. Après moi j'ai pas eu de chance, j'ai essayé 5 bandes différentes, j'ai pas réussi à le charger en CCS, à chaque fois les charges étaient interrompues. On en parle aussi dans la vidéo de POA, mais sinon il fait du 100 kW. Et là j'ai l'option en charge lente, parce que j'ai utilisé que de la charge lente, j'ai l'option 11 kW. On va aller à l'intérieur, parce qu'il y a des choses aussi qui sont très bien. C'est assez épuré. Déjà, je salue le côté gris-beige, le travail des couleurs et des matières. Honnêtement, on a envie, même quand on voit là, le côté presque un peu matelassé. Alors, soit vous voyez une tablette de chocolat, soit des abdos, à vous de voir. C'est un peu particulier parce que le noir est presque un peu brillant, vous le voyez avec la caméra. Mais honnêtement, on a envie de se poser, on a envie de se mettre dans la voiture. Hop. Et là, la première chose qui saute aux yeux, c'est le petit volant. Parce qu'il est vraiment tout petit. On dirait littéralement presque d'avoir une Peugeot, quoi. Et le fait que le compteur n'est pas derrière le volant, mais il est tout en haut, ici perché, beaucoup plus haut encore, j'ai l'impression que les Peugeot. En tout cas, moi, j'ai pas du tout eu de problème de visibilité. Et c'est un compteur dit essentiel. On en parlera après. Après, à l'intérieur, je vais fermer les fenêtres comme ça, vous n'aurez pas de bruit. On retrouve exactement la planche de la C3 qu'on a connue. Moi, j'ai fait l'essai il y a à peu près 1 an de cette voiture. C'est exactement pareil. Mais forcément à l'arrière on a plus de place et même par rapport à la concurrence à l'arrière on a vraiment de la place, hein. Là on est en 5 places mais on est bien derrière. Je vais aussi, avant de continuer un petit peu parler d'écran tout ça, je vais vous parler de tenue de route, de consommation, ce qui fait que c'est une voiture aussi finalement. La tenue de route, autant sur la C3 j'étais un peu déçu de la suspension à double butée. Autant sur cette C3 Aircross, peut-être que le poids joue, ou peut-être qu'ils ont un petit peu fait des modifications sur la suspension. Mais il y a le côté, comme la C4 d'ailleurs, il y a le côté très marshmallow, très tapis volant que j'aime beaucoup. Alors il y a des gens qui n'aiment pas ça chez Citroën, mais là en tout cas ça fonctionne bien et on retrouve ça, donc c'est un plaisir. Surtout que de plus en plus souvent les routes sont en mauvais état. Et là on prend du plaisir à rouler sur ce type de route, donc ça c'est très cool. De manière générale, j'ai pris du plaisir à conduire avec cette voiture alors qu'elle est très basique. Tout ce qui est pédale, accélérateur, le toucher de route, c'est très bien. Les 113 chevaux, en tout cas là, me suffisent sur toute la semaine. Je me suis rarement dit ah là, il se passe pas grand chose. Honnêtement, on a du couple tout de suite, ça fait le taf. Par contre, pour une voiture électrique, c'est vrai que, alors dites-moi dans les commentaires pour vous si c'est important ou pas, mais c'est vrai que quand on a conduit beaucoup de voitures électriques, on est habitué à certaines choses. Et après, du coup, cette voiture est peut-être pas faite pour des gens qui ont déjà des voitures électriques. On n'a quasiment aucun mode. Le seul truc, c'est qu'on peut un peu moins régénérer. D'habitude, c'est le contraire, hein. C'est un mode pour plus régénérer. Là, c'est moins régénéré. On n'a aucune palette. On n'a aucun menu aussi électrique pour savoir un peu ce qu'on consomme. Même la batterie, faire un préconditionnement pour la charger, arrêter la charge avec s'il y a des bugs, hein, parce que moi ça m'est arrivé, hein, on n'arrivait pas à sortir le câble, arrêter la charge directement avec la tablette, avec le software, on peut rien faire. Et ça, c'est vrai que c'est un peu gênant sur une voiture électrique. Et pareil, à ce niveau-là, sur ce petit écran essentiel, qui est très bien au demeurant, moi je trouve que le fait qu'il soit loin, qu'il soit quasiment monochrome et tout, c'est des très bons points. Mais c'est tout con. On a notre autonomie, on a combien de kilomètres à, ça c'est mon trip, mais on n'a pas de consommation. On ne sait pas combien on consomme, alors ni en instantané, mais même la consommation au 100. Alors je sais pas, est-ce que c'est parce qu'elle a une mauvaise consommation même en WLTP? En WLTP, elle est quasiment à 18 kWh, alors que beaucoup de concurrents sont entre 15 et 16. Je sais pas, à la base, sur la C3, ils avaient dit qu'ils allaient le mettre, là ils l'ont pas mis, alors que là, on a le temps de faire des mises à jour. Moi,
d'après mes calculs et grâce à ChatGPT, à chaque fois que je roulais, je lui disais j'ai pris 20% de batterie sur 44 kWh, j'ai fait tel et tel nombre de kilomètres, combien elle consomme. En mixte, j'étais à peu près à 15 kWh, donc c'est plutôt correct. Mais ça fait partie des choses aussi qui manquent sur cette voiture. C'est pour ça que je vous dis, vu que par rapport à une voiture électrique concurrente, il manque plein de choses. Elle est très essentielle, très basique. Je tourne la clé, je roule. Peut-être qu'elle est vraiment faite pour des gens qui n'ont jamais eu d'électrique. C'est leur première voiture. Pareil, pour 33 000 euros, on a une clé à l'ancienne avec un Eman qui se tourne. Pour une voiture électrique, c'est assez particulier. Ça peut être gênant au quotidien. Moi, je suis quelqu'un qui est tout le temps très chargé. J'ai beaucoup de sacs, j'ai des sacs à dos lourds, du matos. Et ça, au quotidien, c'est hyper chiant parce que je dois poser mes sacs par terre, sortir ma clé de ma poche, appuyer dessus. Et c'est assez embêtant, sachant que j'ai une voiture qui a bientôt 15 ans et qui a déjà le keyless. Mais bon, ça, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ce que j'aime bien à l'intérieur, c'est ça. Ça, c'est pour mettre un petit support de téléphone à ce niveau-là. Ça, c'est très malin. Alors moi, je préfère de le mettre de l'autre côté parce qu'il y a une prise aussi que j'aime beaucoup, prise qui est directe ici. Et du coup, je mets mon petit téléphone avec mon aimant. Je trouve ça bien fait. De manière générale, le tableau de bord, j'ai pas grand-chose à lui dire, hein. Honnêtement, je le trouve joli, je le trouve assez esthétique. Il y a les petites, hop, je vais vous le montrer. Il y a des petites étiquettes comme ça, fun, be cool. Enfin voilà, il y a pas mal de petits trucs. Après, tout est très dur. Ça se veut encore une fois en thermique, un concurrent direct à Dacia. Donc tout ça me choque pas vraiment. Ce qui est plus embêtant, c'est les bugs. Et le premier bug, et ça le fait toujours, dès qu'on rentre dans la voiture, il y a la musique qui se met très fort, à fond, faut à chaque fois la couper. Des fois aussi, quand on a Android Auto, Apple CarPlay, qu'il y a une notification, après la musique se remet en route, de la radio fort. Ça c'est super bien pour les aides GSR2, ils ont fait des boutons pour les désactiver. Le maintien de ligne, je reste pressé comme il me dit, hop, il va s'enlever, c'est celui que vous voyez à gauche en orange. Et par contre le deuxième, les panneaux, sachant qu'il lit très mal les panneaux comme beaucoup de voitures, hein, ça va faire ça pendant je sais pas combien de temps. Il va s'enlever, il va se remettre, je peux appuyer sur le bouton, ça devient presque dangereux parce que ça marche pas forcément. Et puis, il faut pas oublier que sur cette voiture, je l'ai déjà dit aussi sur la C3, les bruits aussi sont essentiels, c'est-à-dire que ça fait des bruits un petit peu, si vous vous rappelez du 3310 et de Snake. Je vais vous mettre par exemple les warnings. Je sais pas si vous entendez, hein, c'est pareil pour le clignotant. Mais tous les bruits font un peu tous les sons font un peu ce bruit un peu à l'ancienne. Et c'est un peu gênant, c'est pareil. Vous avez une voiture devant ou quand vous n'êtes pas bien sur la ligne et tout, à chaque fois, ou qu'elle lit un panneau d'ailleurs, il y a ce bruit, même qui est un peu plus strident quand on est en mode alerte. Pareil, à 33 000 euros, vous avez un régulateur limiteur, mais vous n'avez pas de régulateur adaptatif, vous n'avez pas de pseudo-autopilote, même pas de niveau 1 ou niveau 2, il n'y a rien du tout. Donc ça, il faut le prendre en compte. Ok, elle est très bien pricée, elle a personne finalement en concurrence en électrique, en thermique, elle est un peu moins chère qu'un Duster, mais l'hybride est aussi un petit peu moins intéressant qu'un Duster. Mais bon, il faut quand même prendre en compte que c'est 33 000 euros sur cette version. C'est quand même beaucoup d'argent, elle est éligible au bonus, mais on a quand même beaucoup de choses en moins. Donc voilà. Et puis, comme je vous ai dit, on a eu des petits bugs, on n'a pas pu charger. On espère que en charge rapide, encore une fois. Donc c'était des charges de 4-5 heures en charge lente en 11 kW. Mais on espère que tout ça va être corrigé. En fait, c'est vraiment en demi-teinte, c'est-à-dire que c'est une voiture que je trouve qu'esthétiquement elle est sympa. J'ai pas grand-chose à lui dire. Je sais que pour Citroën, ça doit être compliqué dans toutes les marques de Stellantis. Ils font avec ce qu'ils peuvent et je trouve qu'il y a plein de bonnes idées. J'aime beaucoup la planche de bord. Je trouve que c'est très joli, honnêtement. Et pour, entre guillemets, une voiture qui est abordable, je trouve qu'il y a un vrai taf qui a été fait. J'aime beaucoup le volant. J'aime conduire avec la voiture, hein. Pareil, au niveau des suspensions, il y a un vrai plaisir de conduite. Mais elle va pas assez loin sur plein de choses, elle a encore des petits bugs. Donc pour l'instant, j'ai presque envie de l'essayer dans 2 ans pour voir s'il y a eu des changements. Et je vais pas faire une grande vidéo sur l'aspect software, j'en ai aussi parlé dans la Fiat Panda, c'est le même software, il n'y a rien. Typiquement, là vous avez Apple CarPlay, Android Auto, vous avez votre radio, votre téléphone. Vous allez me dire, on n'en demande pas plus, mais en fait, même dans les réglages de la voiture et tout, en fait, c'est le réglage de la tablette, ça change la langue, ça s'arrête là, vous n'avez pas au-dessus de barre de notification, vous pouvez strictement rien régler, vous pouvez rien faire sans votre téléphone aussi sur la partie électrique avec la voiture de base. Pareil, planification d'itinéraire et tout. Ça va pas très loin, c'est pas au point. Après, c'est très bien pour une voiture qu'on utilise pour tous les jours, faire quelques kilomètres, qu'on recharge à la maison sur une charge lente, ça fait le taf. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que ouais, c'est un peu compliqué
d'avoir un avis, on va dire, tranché pour l'instant. Je comprends totalement ce que Citroën a voulu faire. Elle est tellement plus grande aussi. Enfin, il est tellement, c'est un SUV, quand même 20 cm, un peu plus de 20 cm de plus que l'ancienne version. Donc ça aussi, c'est un peu particulier. Mais c'est vrai que j'ai pu voir la C5 Aircross. Et dans l'autre sens, là, on est sur une voiture qui se veut essentielle, pour pas dire low cost. Voilà. La C5, elle reste assez haut de gamme, voire... enfin oui, haut de gamme en tout cas. Et c'est bizarre parce que en gros, les petites chez eux maintenant, elles vont être essentielles pas chères, les voitures un peu plus grandes plus chères. Enfin, c'est pas pour une marque généraliste. D'habitude, toutes les voitures ont à peu près le même niveau de gamme. Là, il y a vraiment des grands paliers, des grands escaliers d'une marque, enfin d'un modèle à l'autre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je lis tous les commentaires. Et puis on se retrouve très bientôt, hein, tous les dimanches, hein, pour un autre essai. Ciao!